Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Avec la présence d'Arnaud Gauffier, porte-parole de WWF France, nous allons aborder le sujet sensible de l'huile de palme, retrouvée dans environ un tiers des produits alimentaires et qui a pour conséquence la déforestation dans plusieurs zones du globe, dont l'Indonésie avec un pourcentage de 49,5%. Bonjour Arnaud. Bonjour. On sait que l'association WWF s'engage à lutter contre l'utilisation trop élevée de l'huile de palme. Pourquoi avoir choisi cette cause ? Parce que vous l'avez dit, l'huile de palme, c'est une des matières premières, une des cultures qui cause le plus de déforestation. Alors en surface, si dans l'absolu, c'est pas des surfaces énormes, mais le problème c'est que c'est dans des zones, des forêts tropicales d'Indonésie, de Malaisie, qui sont ultra riches en biodiversité, en espèces, aussi en carbone dans les sols de ces forêts-là. Donc ça a des impacts qui sont absolument colossaux sur la biodiversité. On sait aussi que l'huile de palme a des conséquences sur les forêts et les animaux qui y vivent. Lesquelles sont-elles ? En fait, c'est ce qu'on appelle une monoculture. Donc c'est un peu technique, mais une monoculture, c'est une culture où dans un champ, vous avez que celle-là. Vous avez qu'un seul type de culture. Donc quand c'est du blé, c'est pas très grave parce qu'on peut tourner chaque année. On peut faire du blé une année, du maïs une autre, de l'orge une troisième. Quand c'est du palmier à huile, le palmier à huile c'est une plante. Alors c'est pas un arbre, c'est un palmier, c'est considéré comme une herbe, mais c'est une plante qui vit 40 ans. Donc pendant 40 ans, vous allez avoir dans la même plantation, vous allez avoir la même plante, qui prend la place de forêts extrêmement diverses dans lesquelles vivaient auparavant des orang-outans, parfois des rhinocéros de Sumatra, des tigres, des civettes, des singes, des nasiques, énormément d'espèces, parfois endémiques, donc qu'on ne trouve que à cet endroit-là, qu'on ne trouve qu'en Indonésie, qu'en Malaisie, et qui ne peuvent pas vivre dans des plantations d'huile de palme, parce qu'elles ne trouvent pas de nourriture, parce qu'elles ne peuvent pas faire de nid dans les palmiers à huile qui sont pleins d'épines, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un problème pour la biodiversité, mais, et j'en parlerai peut-être après, le palmier à huile a aussi plein d'avantages. C'est quand même une plante assez magique, malgré tous les impacts qu'elle peut avoir. Comment comptez-vous rendre la consommation d'huile de palme responsable ? Alors la première façon de la rendre responsable, c'est de stopper la demande, c'est-à-dire de modérer la demande. Le problème vraiment qu'on a actuellement, c'est qu'on a une demande en huile de palme qui explose et qui est notamment tirée par des usages que moi j'appelle pas du tout indispensables, mais qui génèrent des volumes colossaux en fait. C'est quoi ces usages ? C'est pas l'alimentaire, c'est pas la demande alimentaire aujourd'hui qui génère de la déforestation liée à la production d'huile de palme, puisque la demande alimentaire elle est plutôt stabilisée sur ce sujet-là, notamment surtout en Europe, mais ce sont les biocarburants. Actuellement, il y a plus de 50% des volumes d'huile de palme importés en Europe qui sont utilisés pour faire des biocarburants, surtout du diesel ou du kérosène pour faire voler des avions. Et en France, c'est plus de 75% de ces volumes qui sont utilisés pour faire du diesel ou du kérosène. Donc quand vous roulez avec votre voiture diesel, vous avez qu'une sorte de diesel à la pompe, il s'appelle B7. Je sais pas si vous regarderez, il y a une petite étiquette sur les carburants maintenant, c'est B7, E10 pour l'essence, E5 pour l'essence. B7, ça veut dire qu'il y a 7% de biocarburants dans le diesel. Et ces biocarburants, ils peuvent être produits à partir de colza, d'huile de colza, majoritairement française, européenne, à partir d'huile de tournesol aussi, mais aussi à partir d'huile de soja et surtout d'huile de palme. Et donc on importe énormément d'huile de palme pour faire du diesel, pour faire rouler des voitures. Ce qui est une aberration totale de faire des carburants à partir de cultures alimentaires qui en plus derrière prennent la place des forêts tropicales et détruisent des espèces, détruisent des forêts pour certaines millénaires avec une biodiversité exceptionnelle. Donc l'idée pour réduire l'impact de l'huile de palme, faire en sorte qu'elle soit durable, c'est d'abord essayer de modérer la demande. Arrêter d'avoir des appels d'air sur des volumes de plus en plus importants d'huile de palme parce qu'on crée une demande finalement artificielle qui n'existait pas avant en mettant dans les réservoirs pour faire tourner des voitures ou voler des avions. Le second moyen de rendre cette production responsable, c'est de jouer justement sur la production. Faire en sorte que les producteurs d'huile de palme prennent des engagements qu'on appelle zéro déforestation. Donc prennent l'engagement que leurs plantations ne sont pas cultivées à la place de forêts primaires. Forêts primaires et forêts secondaires d'ailleurs. Donc ne sont pas cultivées en coupant des forêts. Quand il faut planter une nouvelle plantation de palmier à huile, on va privilégier des zones qui sont déjà déboisées, où il n'y a plus de forêt, ou alors replanter sur une vieille plantation d'huile de palme qui n'est plus assez productive. Donc c'est ça l'idée, et là nous on travaille avec à la fois les producteurs d'huile de palme, mais aussi toutes les entreprises qui en utilisent, que ce soit la grande distribution, les entreprises de l'agroalimentaire, les entreprises de la chimie, de la cosmétique, qui utilisent l'huile de palme. Nous avons lu que vous souhaitiez convaincre les organes décisionnaires afin de supprimer la déforestation des chaînes d'approvisionnement alimentaire françaises.
Comment comptez-vous faire ? Alors il y a plusieurs actualités là sur le sujet. Il y a une réglementation européenne en cours de discussion pour interdire l'importation dans l'Union européenne de produits ayant contribué à la déforestation. C'est-à-dire que si vous êtes un exportateur d'huile de palme basé en Indonésie, eh bien vous ne pourrez plus vendre votre huile de palme dans l'Union européenne à des pays de l'Union européenne, dont la France, si vous n'arrivez pas à prouver que votre huile de palme, elle n'a pas causé de déforestation. Donc ça, ce serait une vraie avancée, une formidable avancée. Ce serait aux entreprises de prouver que leurs produits ne contribuent pas à la déforestation. Ce serait vraiment une vraie victoire. Là, on travaille beaucoup là-dessus. On fait beaucoup de lobby, de plaidoyer auprès de l'Union européenne et auprès des entreprises. Au niveau français, depuis 2018, on a ce qu'on appelle une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui vise à engager la grande distribution, les industriels, le secteur de la finance, les pays producteurs aussi, pour lutter, pour éviter qu'on importe des produits issus de la déforestation. Malheureusement, c'est une stratégie qui a peu de moyens financiers et qui est assortie aussi d'aucun moyen réglementaire ou légal. Donc c'est resté pas mal un morceau de papier, une belle stratégie sur le papier, mais qui est très peu mise en œuvre. Et puis le dernier point, c'est que au WWF, mais pas qu'au WWF France, tout le réseau dans le monde, tous les bureaux du WWF travaillent avec les entreprises pour qu'elles prennent des engagements zéro déforestation et qu'elles éliminent les matières premières issues de la déforestation de leur chaîne d'approvisionnement. Qu'elles arrêtent d'acheter des matières premières qui sont issues de la déforestation. Pourquoi conseillez-vous d'acheter les produits certifiés RSPO pour le cas de l'huile de palme ? Alors la RSPO, c'est une grande controverse. C'est une certification qui a été créée en 2004. Le WWF faisait partie du tour de table, et était parmi les co-créateurs de cette certification. Aujourd'hui, il y a 20% des volumes d'huile de palme produits dans le monde qui sont certifiés RSPO. Jusqu'à 2018, elle avait un problème, cette certification, un gros problème, c'est qu'elle ne prenait pas en compte ce qu'on appelle les forêts secondaires. Donc les forêts qui ont repoussé après avoir été coupées, qui ont repoussé naturellement. Ce sont des forêts naturelles avec souvent une biodiversité aussi assez exceptionnelle. C'est simplement que elles sont pas considérées comme des forêts primaires intactes auxquelles on n'aurait jamais touché. Et celle-là n'était pas protégée par la certification. Depuis 2018, la certification a évolué et elle protège l'ensemble de ces forêts. Donc elle est beaucoup plus robuste aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc oui, nous on considère que ça reste une certification assez intéressante, assez efficace. Et bon, comme toute grosse certification, elle peut être contournée. Il peut y avoir des problèmes de vérification sur le terrain notamment. Mais il y a surtout un gros souci, c'est qu'il y a un problème d'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'achat d'huile de palme qui est certifiée RSPO. C'est-à-dire qu'il y a des volumes qui sont certifiés, qui ne sont pas achetés, en tout cas, qui ne sont pas achetés en tant que volume certifié et de l'huile de palme conventionnelle. Et donc, les producteurs qui font des efforts ne sont pas suffisamment rémunérés, ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs efforts sur le terrain. Donc, c'est aussi aux acheteurs et aux entreprises qui utilisent l'huile de palme de jouer le jeu. Vous parliez des avantages de l'huile de palme. Quels sont-ils ? Alors les avantages de l'huile de palme, c'est pas très connu, mais ils sont nombreux en fait. Le palmier à huile, c'est une plante africaine à la base. Son nom latin, c'est Elea guinensis. C'est juste pour dire que c'est un palmier qui est originaire de Guinée équatoriale. C'est une plante, quand je disais c'est une plante magique, c'est une plante où on utilise tout. Quand on presse un fruit de palmier à huile, on obtient de l'huile de palme, mais on obtient aussi le noyau. Et quand on presse le noyau, on obtient de l'huile de palmiste. Donc on obtient déjà 2 types d'huile. Ensuite, tous les résidus du pressage, ils sont brûlés sur place pour produire de l'électricité pour les usines. Donc les usines qui pressent les fruits du palmier à huile sont même pas raccordées au réseau électrique. Elles sont complètement autonomes. Ensuite, il y a plein de sous-produits qui sont utilisés par l'industrie énergétique pour produire de l'électricité aussi sur l'aval. Certains résidus de pressage sont utilisés pour nourrir des animaux en alimentation animale. Donc il y a plein d'utilisations possibles du palmier à huile et de ses sous-produits. Un des autres avantages, c'est que c'est l'huile qui présente le plus fort rendement au monde. On peut produire jusqu'à 6 tonnes d'huile par hectare pour l'huile de palme. En comparaison, un hectare de tournesol, ça produit à peu près 900 kg d'huile. Un hectare de colza, ça produit un peu plus d'une tonne, 1,2 tonne d'huile. Et un hectare de soja, ça produit à peu près 1 tonne, aussi un peu plus d'1 tonne d'huile. Donc on est sur des rendements qui sont parfois 6 à 7 fois plus élevés que des cultures conventionnelles. Je vous parle même pas de l'huile d'olive qui a des rendements bien plus bas. Donc c'est en ça que c'est hyper intéressant parce que pour produire une même quantité d'huile, il va nous falloir beaucoup moins de surface à l'échelle de la planète. Et vous savez qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Et donc les gens ont besoin de manger et ont besoin de corps gras.
dans leur alimentation. Nous, en Europe, on mange malheureusement trop gras, mais dans certains pays, notamment en Afrique, ils sont en manque de corps gras. Ils mangent pas assez gras. Donc l'huile de palme peut être hyper intéressante pour eux, d'un point de vue nutritionnel notamment. Surtout quand elle n'est pas raffinée. Et ça, c'est mon dernier point. On insiste souvent sur les problèmes nutritionnels liés à la consommation d'huile de palme. C'est parce qu'en Europe et dans les pays développés, on la consomme sous forme raffinée notamment. Quand elle est brute, c'est une huile qui est hyper riche en bêta-carotène, qui présente aussi un profil oméga 3 sur oméga 6 qui est assez intéressant. Donc qui n'est pas forcément pire que d'autres huiles, du tournesol ou du colza. Voilà. Vraiment, le problème, c'est le raffinage. Et puis, c'est aussi l'omniprésence de cette huile dans les produits transformés en France et en Europe. Donc, il n'y a pas de problème à manger de l'huile de palme. Le problème, c'est manger trop de produits transformés, trop de produits industriels qui sont de toute façon, quel que soit le type d'huile utilisée, trop gras, trop salé, trop sucré la plupart du temps. Donc, c'est le problème, il vient surtout de l'abus. Et je termine juste peut-être en disant un petit mot sur la substitution, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui, faisant face à des campagnes anti-huile de palme, ont arrêté d'en utiliser et maintenant utilisent d'autres types d'huile, le colza notamment en alimentaire, mais surtout les cosmétiques en fait. Les cosmétiques maintenant utilisent beaucoup d'huile de coco. Ça se voit de plus en plus le coco dans les cosmétiques. Le coco, ça peut paraître une culture, enfin ça vient du cocotier, hein, ça vient de la noix de coco. Ça peut paraître une culture chouette, sympa, alors que les impacts environnementaux du coco sont colossaux et bien plus importants que ceux de l'huile de palme si on les ramène à une même surface et au nombre d'hectares cultivés. Donc vous voyez que c'est pas simple en fait comme problème. C'est facile de dire stop à l'huile de palme, mais quelles sont les alternatives pour répondre à cette question? C'est pas si simple. La première des alternatives, et je reviens sur ce que je disais avant, c'est d'abord de moins consommer. Donc de moins consommer en volume, de moins utiliser d'huile. Et un moyen facile, c'est d'arrêter de faire rouler des bagnoles avec de l'huile qu'on pourrait utiliser pour faire de l'alimentation. Que projetez-vous pour l'avenir de l'huile de palme et ses conséquences? Alors, qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir de l'huile de palme? C'est pas évident comme question, ça. Le pire, ce serait que ce soit une culture qui soit complètement mise au banc des accusés et complètement délaissée. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on aille vers une huile de palme qui ne soit pas issue à 100% de la déforestation. Je le refais, qu'on aille vers une huile de palme qui soit 100% durable, c'est-à-dire non issue de la déforestation. Donc ça ce serait un chouette avenir pour l'huile de palme. D'autant plus que, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, il y a beaucoup de projets là, de développement de culture de palmiers à huile en Afrique, où on a quand même pas mal de massifs forestiers, de forêts intactes, et un vrai enjeu de produire cette huile sans couper les forêts. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Et puis, dernier point, c'est que l'huile de palme soit réservée en priorité aux usages alimentaires et pas pour faire des biocarburants. Concrètement, qui est à l'origine de WWF et quel est le rôle de cette association ? Alors, qui est à l'origine de WWF? C'est essentiellement des aristocrates. WWF, alors dans le monde, a été créé en 1961. Le WWF France a été créé en 1973. Donc on a fêté on vient de fêter nos 60 ans pour la création du WWF dans le monde. C'est une alliance entre des têtes couronnées. Il y avait le prince Philippe qui est mort il y a pas longtemps, donc le mari de la reine d'Angleterre. Il y avait le roi des Pays-Bas qui se sont alliés à une organisation qui existe et qui a été créée après-guerre qui s'appelle l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour résumer, l'UICN, c'est un peu l'ONU, la protection de la biodiversité. Mais l'UICN, dans les années 60, avait un gros problème, c'est ils étaient très forts d'un point de vue scientifique et politique, mais ils n'arrivaient pas du tout à se financer et à lever de l'argent. Et donc l'UICN, allié à quelques têtes couronnées, quelques célébrités européennes, s'est dit, on va faire des campagnes. On va faire des campagnes d'appel aux dons auprès de la population, auprès de la population mondiale et européenne, pour pouvoir lever des fonds. Et leur première campagne, c'était de mémoire pour sauver les rhinocéros en Afrique notamment. Et donc c'est ce qui a présidé à la création du WWF au niveau mondial. On remercie Arnaud Gauffier pour son intervention et sa présence ici aujourd'hui. Pour en savoir davantage sur le sujet, consultez le site internet www.f.fr. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontevel en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.